Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est François Bolduc. Je suis professeur agrégé au département de relations industrielles à l'Université Laval. Alors, moi, je voudrais profiter, en fait, de l'occasion du congrès d'aujourd'hui pour prendre un peu de recul par rapport aux différents projets de recherche que j'ai menés dans les dernières années, seul ou en équipe, sur les cadres du réseau de la santé et des services sociaux, puis de regarder ça dans une perspective d'expérimentation institutionnelle, c'est-à-dire de regarder l'association qui représente les cadres, la GES, et de voir, surtout dans les dernières années, comment elle essaie de réfléchir à ses actions de représentation collective. Alors là, c'est un peu bizarre, là, je vous expliquerai ça tout à l'heure, comment une association de cadres, dans notre régime de relations de travail, peut faire de la représentation collective. Alors, je vais me mettre dans cette perspective-là, puis vous présenter un peu, donc, le cas de la GES. Alors, pour ce faire, je vous présenterai brièvement qui sont ou qui est la GES, Association des gestionnaires d'établissements de santé et de services sociaux. Je donnerai quelques éléments de contexte. Et là, pour reprendre des termes crimetiens, je présenterai l'effet perturbateur du changement actuel sur la façon dont la GES réfléchit ses modes d'action. Et donc, je soulèverai en fait plutôt des questions actuelles que la GES a sur la façon dont elle doit ou elle devrait représenter ses membres. Je terminerai avec quelques conclusions. Alors, l'acteur qui m'intéresse est une association représentative de cadres. Alors, j'utilise à dessein ce terme et non pas le terme syndicat parce que dans notre régime de relations de travail, les cadres, superviseurs, en fait, tout représentant de l'employeur n'ont pas accès aux droits, en fait, n'ont pas accès à la notion de salarié, sont exclus de la notion de salarié, et donc n'ont pas accès aux droits d'association. Ils n'ont pas le droit de se constituer en syndicat, ils n'ont pas les droits qui viennent avec, ceux de faire grève, de négociation, etc. Donc, ça veut dire qu'on est dans un régime de relations de travail qui n'a pas prévu, en fait, que l'acteur patronal se regroupe en acteur collectif pour défendre ses intérêts. Il y a tout de même, en fait, moi je m'intéresse principalement à l'administration publique québécoise, donc le secteur de la fonction publique, secteur de la santé, des services sociaux et de l'éducation, mais aujourd'hui je parle principalement du secteur de la santé. Il y a tout de même dans l'administration publique québécoise, dès les années 60-70, des associations qui vont se créer, des associations qui ont pour mission de représenter les intérêts des cadres. Donc, les cadres vont choisir, en fait, deux voies de contournement, soit la loi sur les compagnies, soit la loi sur les syndicats professionnels, pour se constituer en acteurs collectifs. Alors, c'est le cas de la GES, qui est une corporation constituée en fonction ou en vertu de la loi sur les syndicats professionnels. Elle est reconnue par le ministère, qui est réellement l'employeur dans ce cas-ci, c'est-à-dire que les cadres au niveau local, dans le réseau de la santé et des services sociaux, ils ne négocient pas les conditions de travail avec les employés. Ce sont les superviseurs de ces employés-là, mais ils ne négocient pas leurs conditions de travail. Mais donc, la GES est reconnue comme le représentant des cadres pour tout ce qui touche la question des relations de travail avec l'employeur. C'est une reconnaissance par décret, donc réglementaire, qui donne très peu de pouvoir à la GES, en fait. Ils ont un droit de consultation, puis lors de la dernière réforme, ce droit de consultation-là n'a même pas été reconnu, c'est-à-dire que le ministère a fait fi, n'a même pas consulté les cadres. C'est quand même une grosse association, c'est environ 6 000 membres actifs, et c'est intéressant parce que lorsqu'on les questionne, ces gens-là disent « Nous, on n'est pas un syndicat, on ne veut pas être un syndicat, puis on ne veut pas se syndiquer. Donc, on ne veut pas aller du côté de changer les lois pour avoir le droit de se syndiquer, c'est pas ce qu'on veut. » Lorsqu'on regarde leur mission, puis là, moi, quand je travaille avec eux, je leur dis, il y a des contradictions dans votre truc. Vous n'êtes pas si loin d'un syndicat. Peut-être, mais on n'est pas un syndicat. Mais là, je vous ai montré quelques éléments de leur mission, les points 1 et 3. Point 1, c'est représenter, promouvoir et défendre les intérêts et les droits des membres. Point 3, influencer les acteurs en participant aux réflexions, aux débats qui concernent les principaux enjeux du réseau de la santé et des services sociaux. C'est quand même, on n'est pas si loin, je dirais, de fonctions syndicales. Ce qu'il faut savoir, c'est que traditionnellement, les modes d'action de cette organisation-là ont été assez soft. Traditionnellement, c'était principalement de la consultation avec la partie patronale, et c'est une association qui mettait l'accent sur la formation professionnelle de ses membres, sur du service individuel, d'assurance, du service juridique, etc. Et surtout, traditionnellement, ils se présentaient face à leur employeur, au ministère, en disant « Nous sommes vos alliés ». Il ne faut pas que vous nous oubliez dans la réforme, par exemple. Nous sommes les meilleurs pour mettre en œuvre vos décisions politiques. Alors, vous déciderez de ce que va avoir l'air le réseau de la santé, puis nous, on va être les acteurs les plus efficaces pour mettre ça en place.
Et ça, la situation va changer radicalement avec la dernière réforme du réseau de la santé et des services sociaux, puis avec l'arrivée à la tête du ministère du ministre Barrette, qui va mettre en place une réforme dans laquelle il va absolument pas se préoccuper, en fait, de la vie des cadres. Alors, déjà, c'est une réforme qui avait des changements structurels, comme à peu près toutes les réformes du réseau de la santé, là. Donc, changement structurel qui avait des impacts sur les conditions de travail des cadres. Mais surtout, en fait, dans la réforme, le ministre va identifier le groupe des cadres comme étant le groupe dans lequel on peut faire le plus d'économies. C'est-à-dire que dès la première année de la réforme, il va y avoir au-dessus de 1500 coupures de postes cadres. Et dans le discours public, il va présenter les économies en disant on va couper des cadres. Et politiquement, ça marchait. Il n'y a pas eu de grandes manifestations pour défendre les cadres du réseau de la santé et des services sociaux. C'est-à-dire que ça va de pair avec un discours sur la coupure de la bureaucratie. Puis bon, alors il n'y a pas grand monde qui se sont levés pour défendre ces gens-là. Mais ce qui est intéressant, donc, c'est qu'ils ont été identifiés par le ministère comme étant le groupe dans lequel on peut couper. Et là, on comprend que dans cette perspective-là, ça devient difficile pour cette association-là de dire oui, puis nous sommes vos alliés, là, nous sommes les meilleurs pour mettre en œuvre les choix politiques, ce qui reviendrait à être les meilleurs pour mettre en œuvre les coupures à travers tes membres. Alors, dans cette perspective-là, la réforme a amené une dégradation importante de la qualité du travail et de l'emploi, mais surtout a amené, et ça c'est là où l'expérimentation arrive, a amené une insatisfaction des membres de la GES envers les modes de représentation de la GES. C'est-à-dire que pendant la réforme, il y a des membres qui ont commencé à contacter leur association en disant « Mais vous faites quoi pour nous défendre, vous, là? Depuis des années qu'on paye des cotisations, puis là, vous faites quoi pour nous défendre? Qu'est-ce qu'on fait? On n'a jamais été dans une perspective comme ça. » Alors là, ils se sont dit, bien, visiblement, il faut réfléchir à nos modes d'action. Il faut voir comment on peut défendre nos membres, mais on ne sait pas quoi faire. Et là, je dirais un peu, je suis chanceux là-dedans, c'est qu'une des actions qu'a mis en place le président, le PDG de l'époque de la GES, a été de contacter le département des relations industrielles de l'Université Laval, le directeur de l'époque, et de dire, on a besoin de profs, on aimerait ça que vous fassiez un appel à vos professeurs en disant, est-ce qu'il y en a qui peuvent venir nous rencontrer puis nous aider à réfléchir à notre représentation collective? Alors, dans un premier temps, mon collègue Jean-Noël Grenier et moi, on a répondu positivement à cette demande-là, puis on a fait un projet de recherche avec la GES dans lequel on a dit, ce qu'on vous propose d'abord, c'est je dirais, d'aller voir l'état de la dégradation de la qualité du travail et de l'emploi de vos membres pour que vous ayez du matériel objectif pour pouvoir vous défendre. Et la deuxième chose, c'est qu'on va questionner vos membres sur leur désir de représentation collective. C'est-à-dire que là, vous avez des demandes qui apparaissent comme ça, des gens qui vous disent qu'ils sont insatisfaits, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils voudraient? Quel mode d'action ferait leur affaire? Donc, on les a questionnés là-dessus. Alors là, je vous présente quelques résultats, là. Le questionnaire avait 110 questions, avec des questions ouvertes, et on s'est rendu compte, quand on a envoyé ça, que les gestionnaires étaient tellement... Il n'y avait tellement pas de voice que ça s'est mis à répondre à notre questionnaire. Il y a des gens qui m'appelaient, je vais vous l'expliquer, c'est quoi la réforme? Je dis, c'est pas comme ça que c'est supposé. Alors, on a énormément de données. Là, j'ai pris juste quelques éléments. Première chose, on leur posait des questions sur la finalité de leur association. Et là, à 82 %, les gens nous disent, nous ne sommes pas d'accord ou pas du tout d'accord à ce que notre association soit uniquement une organisation de prestation de services aux membres. Bon. Lorsqu'on leur posait des questions sur des modes d'organisation à l'interne, leur représentation à l'interne, ils disaient, je voudrais connaître et avoir accès à mon délégué. Ah, ça leur pose des questions parce qu'ils ne s'étaient pas structurés en délégués comme des organisations syndicales. Fait que même au niveau de la GES, puis j'y reviendrai tantôt, ils disaient, mais ils font référence à qui? Faut-tu mettre en place un réseau de délégués? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon. Ils disent, nos délégués qu'on voudrait avoir, à 96 %, là, ils nous disent, on veut que ça soit une source d'information sur nos conditions de travail. On veut que la GES soit plus présente dans les établissements de santé. On voudrait qu'elle fasse des associations avec d'autres, des alliances avec d'autres associations de gestionnaires, qu'elle soit présente dans les médias, qu'elle fasse du lobbying, bon, etc., etc. Donc, on veut vraiment, on a constaté un désir de représentation collective qui s'explique, je dirais, d'abord par l'insatisfaction des membres. Ça, je dirais, c'est peut-être l'explication la plus facile en relation industrielle, mais il y a autre chose. Dans le fond, ce qu'on a vu d'abord, c'est une prise de conscience chez les membres de la fragilité de la protection dont ils bénéficiaient. Bon. Et puis là, moi, je fais un peu le parallèle avec
des employés qui sont pas syndiqués et qui disent, ben moi, j'ai pas besoin de me syndiquer parce que mon patron, il s'occupe bien de moi, puis bon. Ben, le jour où le patron, tout d'un coup, il s'occupe plus bien de toi, tu as envie de dire, oui, mais il a pas le droit de faire ça. Ben oui, il a le droit. T'as pas grande protection, t'es pas syndiqué. Là, c'est comme si eux, tout d'un coup, se sont rendus compte, oui, mais ils ont le droit de nous couper des postes comme ça, ils ont le droit de nous mettre à tête. Ben oui, vous n'avez pas une très grande protection. Bon, première chose, prise de conscience de la fragilité de la protection. Mais deuxièmement, si on va voir du côté peut-être plus de la sociologie des mouvements sociaux, de l'action collective, de la mobilisation, la réforme, elle a fait deux choses très importantes. D'abord, elle a amené les membres à prendre conscience de l'existence du groupe. C'est-à-dire que les gestionnaires, c'est un groupe très hétérogène, éclaté. Les gens ne se parlent pas sur le terrain, là, ils ne connaissent pas nécessairement leurs collègues. Et là, tout d'un coup, il y a un ministre qui disait, ce groupe-là, il existe parce que je vais couper dedans. Donc, il venait créer un groupe, objectivement. Et deuxième chose, c'est qu'il a amené la GES à prendre conscience qu'il y avait une partie adverse. Et donc, là, déjà, on voit apparaître ici des éléments là, en mouvements sociaux. Je suis conscient que je fais partie d'un groupe avec qui je partage des intérêts, il y a une partie adverse, bon, etc. Une fois qu'on a dit ça, quels sont les moyens que la GES doit mettre de l'avant? Là, on est pile dans les questionnements qui les occupent actuellement. Puis, je travaille avec eux actuellement sur l'élaboration de projets de recherche, justement pour les aider à voir comment est-ce qu'ils devraient, quels moyens ils devraient mettre de l'avant. Là, vous voyez, on leur a posé des questions sur seriez-vous d'accord à ce que votre association prenne tel et tel moyen pour vous défendre? Et là, vous voyez, lorsqu'on leur dit seriez-vous d'accord pour avoir le droit de grève? À 53 % ils nous disent non, on ne veut pas faire la grève. Voudriez-vous avoir le droit de vous syndiquer? Plus de 50 % disent non, on ne veut pas se syndiquer. Mais voudriez-vous avoir un droit de négo? 95 % ils disent oui. Voudriez-vous que vos conditions de travail soient inscrites dans des conventions collectives? 66 % disent oui. C'est difficile à suivre là, dans notre régime. Là, on leur a soumis des moyens qu'on pourrait appeler alternatifs de représentation, en fait, et ils nous disent oui à tout. Seriez-vous d'accord avec un processus d'arbitrage? Oui. Détermination de vos conditions de travail par un panel d'experts neutres? Oui. Droit de consultation? Oui. Obtenir une clause remorque? Oui. Bon, bref, ils disent on serait prêt à n'importe quoi, sauf ce que l'on a actuellement. Alors, ça nous amène, je dirais, dans un contexte que j'ai appelé d'expérimentation, où on est dans un contexte de forte incertitude pour, je dirais, l'administration, si je peux dire, de la GES, pour la tête de la GES. Ils font le constat qu'il y a une insuffisance de leur mode d'action traditionnel. Ils sont dans un contexte particulier où ils n'ont pas le droit de s'associer. Donc, ça, je pense pas qu'ils vont aller dans ce sens-là. Ils voient bien là, que ça serait difficile de faire changer le contexte juridique. Et ils ont beaucoup d'incertitudes par rapport à la volonté même de leurs membres. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce que l'on met en place? Et là, ils sont drôlement embêtés parce qu'ils voient que dans certaines régions, il y a des membres qui s'organisent, qui se mettent en place des espèces de sections locales avec des réseaux de délégués et qui sont capables de mettre de la pression sur l'employeur, les PDG des organisations. Là, ils voient que ça, c'est très, je dirais, c'est très différent d'une région à l'autre. C'est pas standardisé. Et ils savent pas trop non plus quel est le sens que leurs membres donnent à cette action-là. Lorsqu'ils s'organisent, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire en réalité? Alors, ça soulève plusieurs questions. Ça soulève la question d'abord des coalitions. Avec qui devrait-il faire des coalitions et sur quel sujet? Est-ce qu'il doit faire des coalitions avec les organisations syndicales? Si oui, pourquoi? Devrait-il prendre des positions politiques? Et lorsque je parle de position politique, bon, c'est par rapport aux réformes, oui, mais c'est aussi par rapport au rôle que le ministère voudrait les voir jouer. C'est-à-dire que ce qui est intéressant avec les gestionnaires d'organisations de santé, c'est que ce sont bien souvent d'anciens professionnels, des infirmières, des travailleuses sociales, qui n'ont pas accédé à l'encadrement pour aller chercher du pouvoir managérial, pour être des porteurs d'une logique managériale. Bien souvent, ils se disaient que ça va être un moyen de corriger des dysfonctionnements. Ils le voient comme un moyen de faire fonctionner la machine. Alors, ils n'ont pas nécessairement la même représentation de leur rôle que ce que le ministère voudrait les voir jouer. Alors ça, est-ce que ce serait une prise de position politique à pousser? De dire, nous, à la GES, là, ce que nous considérons être des bonnes pratiques de gestion, ce ne sont pas les mêmes que ce qui s'enseigne au HEC. Ça serait intéressant, ça, de dire, nous, cette perspective unitariste-là, c'est pas la perspective qu'on pense être la bonne pour nos membres. Et il y a toutes sortes de questions d'organisation à l'interne. Ils se sont ajoutés des conseillers. Ils sont en train d'essayer de voir s'ils peuvent modifier leur structure. Et j'élabore avec eux actuellement un projet de recherche sur le sens de la mobilisation de leurs membres. C'est-à-dire, au niveau local, ceux qui s'organisent, ceux qui se donnent des titres de délégués, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Alors, est-ce qu'ils cherchent à se faire voir puis à augmenter leur CV puis
éventuellement accéder à des postes d'encadrement supérieur, c'est possible. Est-ce qu'ils sont vraiment dans une perspective d'essayer de défendre les intérêts du groupe? Bien, peut-être aussi, mais on ne le sait pas. Alors bref, je suis en train de mettre en place un projet de recherche avec eux là-dessus. Alors, en conclusion, ce que je trouve drôlement pertinent, c'est qu'on a affaire à une catégorie de travailleurs qui clairement exprime un besoin de représentation collective et un désir de représentation collective. Le régime actuel ne leur permet pas ça, c'est-à-dire qu'il n'a pas été prévu pour qu'ils s'organisent en acteurs collectifs, et ils ne veulent pas être des syndiqués. Donc là, ça ouvre la porte à dire que fait-on? Ce besoin-là, il est associé, donc, comme je l'ai présenté, à une détérioration de la qualité du travail de l'emploi dans lequel ils sont, à une prise de conscience de la faiblesse de leur protection, puis à des questions identitaires importantes, mais ça soulève de nombreux défis pour leurs dirigeants, et ça soulève des questions sur est-ce que la nature de la résistance du personnel d'encadrement est la même que la résistance des travailleurs? Est-ce que la nature de l'action collective de cadre, du gestionnaire, est la même que celle de travailleurs? Et donc, c'est ça dans quoi je me propose sur quoi je me propose de travailler dans les prochaines années en suivant cet acteur. Alors voilà, merci.